Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le dimanche 11 décembre 2022 et je continue mes réflexions à partir de cet ouvrage des entretiens entre Jean-Paul Sartre et Béni Lévy, L'espoir maintenant. Voilà. Alors, c'est le numéro 16 ou quelque chose comme ça. Donc, je vais reprendre la lecture où j'en étais et éventuellement commenter ce que je lis, ce que je découvre en même temps, parce qu'en fait, je découvre. Je n'ai pas lu l'ouvrage avant, et donc je découvre en même temps. Donc on en était au compagnon de route, au fait que Sartre avait été un peu le compagnon de route du Parti communiste à un certain moment, et dans l'espoir d'influer sur le parti, de pouvoir faire passer sa philosophie, sa façon de penser le monde. Alors, ce choix le fait de choisir cette voie, la voie du Parti communiste, à l'époque, le Parti communiste était rattaché à l'URSS. L'URSS était en somme le challenger du capitalisme. D'un côté, il y avait le capitalisme, de l'autre, il y avait un nouveau challenger qui était le communisme. Et donc, ils étaient en compétition pour la gouvernance mondiale, en réalité. Et donc, ils essayaient de se neutraliser, ça a été 70 ans, en gros, un peu plus, 70 ans jusqu'à la chute du mur de Berlin. Ça a été une guerre fratricide, on pourrait dire, pour savoir qui allait gagner. Il n'y avait pas moyen, à cette époque-là, en somme, de pouvoir cohabiter ou de pouvoir échanger, de pouvoir essayer de trouver une voie médiane entre ces deux idéologies, chacune pensant de tenir la seule et la bonne telle qu'elle était. Alors une était anticapitaliste, donc elle pensait que le capitalisme était une horreur, et l'autre était anticommuniste et pensait que le communisme était une horreur. Donc ils ne parvenaient pas à percevoir que chez l'autre il y avait des choses positives et réciproquement. Et dans la vidéo précédente, j'essaye de dire que maintenant on devrait essayer de commencer à trouver une voie médiane, justement, qui prenne le meilleur de tous les systèmes. Une voie qui englobe tout le monde, en somme. Qui pourrait, une voie politique qui pourrait convenir sur toute la planète. Une voie universaliste, une voie universelle et universaliste. Donc j'ai pensé à l'idée de la symbiose, un symbiotisme. Une sorte de libéralisme symbiotique, on pourrait dire, ou une symbiose, un principe symbiotique qui prendrait l'idée d'égalité du communisme, l'idée de fraternité entre les peuples, etc., que le communisme avait essayé de promouvoir, avait promu d'ailleurs, un peu sur la... déjà l'URSS, c'était la réunion de plusieurs pays qui devaient avoir de la fraternité entre eux. En somme, c'était ça, même si ça ne se passait pas correctement. Alors, une nouvelle voie, ça serait intéressant si on a les moyens de juger
ce qui n'a pas fonctionné dans le communisme, par exemple, ce qui ne fonctionne pas dans dans le libéralisme, ce qui n'est pas positif, etc. Voilà. Donc, je pense que s'imposera, à mon avis, une idéologie universelle qui pourra, un petit peu comme à l'époque d'ailleurs, quand il y avait le communisme, il y avait un communisme, un parti communiste en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc, un parti comme ça, sauf que en somme, il y avait un parti communiste, mais il y avait un parti libéral, un parti ultralibéral, etc. Donc le modèle que je pense qui va finir par arriver dans l'humanité, un modèle universel qui pourra être pris de partout, il faudra qu'il ait une haute conscience du sens de l'humanité, du sens de l'universalité, du sens du fait que nous allons vers la paix universelle, etc., vers la fraternité, donc qu'il soit apte à promouvoir partout où il se crée un parti qu'on pourrait dire symbiotique comme ça, de pouvoir promouvoir ces grandes valeurs universelles. Voilà. C'est à réfléchir, c'est une piste et on pourrait réfléchir un petit peu à ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lire, parce que c'est un peu fastidieux de lire comme ça à la suite, je vais lire le début des chapitres. Là, je suis au 3e chapitre de l'homme. Alors, Benny Lévy. Devant la difficulté de penser et de vivre en même temps l'échec et le sens, devant les risques d'égarement, on peut, de préférence, abandonner l'idée de fin. Alors la fin, c'est FIN, c'était justement la fin dernière que recherchait en fait Sartre quand il s'est engagé dans le communisme. Ce qu'il cherchait, c'était à comprendre ce qui pouvait amener à la fin de l'humanité, à quelle fin était visée. Et en fait, le communisme parlait justement, le marxisme parlait d'une fin heureuse, hein, entre plus de lutte lutte de classe, plus d'abus mutuels, plus de révolte du monde ouvrier. Enfin, voilà, il y avait cette fin qui était visée au fond. La fraternité entre les peuples, etc. La fin du capitalisme. Si le communisme avait vaincu, c'était un peu cette fin qui était visée qui était réfléchie par Jean-Paul Sartre. Mais là, donc, Benny Lévy dit « Devant les difficultés de penser et de vivre en même temps l'échec et le sens », parce qu'il se retrouve devant un communisme qui amène l'idée d'échec en réalité. Parce que dans les années 60, quand il y a eu on a compris qu'il y avait le goulag, qu'il y avait l'invasion en Hongrie, comment les Russes mataient les révoltes dans dans ces pays satellites, etc. Les communistes prenaient conscience qu'il y avait un truc qui tournait pas rond dans le bloc soviétique. Et donc, ils se retrouvaient devant l'échec de ce modèle. Et donc, il y avait quand même une difficulté. Alors, devant les risques d'égarement, on peut, de préférence, abandonner l'idée de fin. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On a, depuis la chute du communisme, on a perdu l'idée de fin.
on projette plus notre esprit vers une finalité heureuse de l'humanité. Et c'est un problème, parce que finalement, on a perdu le rêve, et c'est ce qui donne ce libéralisme complètement inconscient. Hein. Les 40 années qu'on vient de passer, depuis les années 80, depuis la chute du mur de Berlin, c'est une horreur, quoi. Hein. On le verra un petit peu comme ça. On verra comme quelque chose d'insensé, comme quelque chose qui n'a plus de sens derrière ça. Alors, donc, Béni Lévy dit, de préférence, il faudrait abandonner l'idée de fin. Jean-Paul Sartre dit, alors pourquoi vivre? Et c'est ça, donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de possibilité de vivre sans le sens de l'humanité. Et ça, c'est très important parce que il est en opposition avec l'idée de l'absurde, justement, dont parlait par exemple Camus. On ne peut pas vivre dans un monde absurde. En fait, il faut qu'il y ait le sens. Béni Lévy, j'aime te l'entendre dire. Mais comment se présenter aujourd'hui cette idée de la fin? Donc là, il faut bien resituer dans les années 80. Le communisme est en train de s'écrouler. Et qu'est-ce qu'il va falloir se faire? Jean-Paul Sartre, via l'homme. Donc, comme il n'a pas trouvé l'idée de fin dans un mouvement, dans le mouvement de l'humanité, dans le cheminement de l'humanité à travers le communisme, il revient à l'homme. Et on ne peut pas donner la fin, donner du sens à partir de l'homme seul, de l'individu. Ça n'est pas possible. C'est l'humanité tout entière qui peut donner du sens à l'homme et à la création, en somme. Donc, Béni Lévy dit, explique. Jean-Paul Sartre, je veux dire que ça pourrait se démontrer ce qu'est un homme. D'abord, tu le sais, pour moi, il n'y a pas d'essence a priori. Donc, ce qu'est un homme n'est pas encore établi. Nous ne sommes pas des hommes complets. Et c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle d'une autre manière, en me disant, nous sommes des hommes constructeurs, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, et nous allons vers l'humain accompli. Voilà, l'humain accompli. Et l'homme constructeur, évidemment, n'a pas atteint sa perfection. On est dans la souffrance, dans le doute, voilà, on vit comme on est en train de vivre. C'est-à-dire, on n'a pas atteint la zen attitude, on n'a pas atteint la sagesse, le niveau de plénitude. Mais c'est comme ça. On est, en tant qu'homme constructeur, on est obligé d'être incomplet, des hommes incomplets, en somme. Des hommes porteurs de pathologie, de la pathologie qui est originaire de la transformation d'un primate en humain accompli. Pendant la période de chrysalide, on est porteur de tout un tas de pathologies, en somme, de difficultés, de souffrances, d'angoisses, de questionnements, voilà, toutes ces choses-là. Alors, nous ne sommes pas des hommes complets, dit-il. Nous sommes des êtres qui nous débattons pour arriver à des rapports humains et à une définition de l'homme. Et effectivement, entre les années 80 dont il parle, c'était en 80 ces entretiens, et 40 ans après, on se rend compte qu'on n'a pas fait un gros travail, quoi. C'est le monde, ce qu'il a fait évoluer, c'était la mondialisation. Il a apporté, le néolibéralisme a apporté à l'humanité pendant ces 40 ans l'idée de mondialisation, l'idée l'idée de village planétaire, l'idée de... y a des choses qui sont positives, qui ont été amenées évidemment dans ces 40 ans et qui étaient fondamentales.
Mais on n'a pas travaillé sur l'homme, on n'a pas travaillé sur la souffrance de l'homme. On a maltraité l'homme plutôt. Dès qu'il se révolte, on lui casse la figure. On ne l'écoute pas, on abandonne les plus fragiles. Enfin, le néolibéralisme est un moment qu'on considérera, que l'avenir considérera comme abusant, comme destructeur, comme narcissique. Voilà. Mais on devait passer par là. Maintenant, il serait temps de sortir de cet état-là, d'ailleurs. Alors, il reprend Jean-Paul Sartre. Nous sommes en pleine bataille en ce moment, et ça durera sans doute de nombreuses années. Mais il faut définir cette bataille. Nous cherchons à vivre ensemble, comme des hommes, et à être des hommes. Donc c'est par la recherche de cette définition et de cette action qui serait proprement humaine, par-delà l'humanisme bien sûr, que nous pourrons considérer notre effort et notre fin. Autrement dit, notre fin, c'est d'arriver à un véritable corps constitué où chaque personne serait un homme et où les collectivités seraient également humaines. Voilà, mais il ne peut pas encore se projeter vers ce que je développe sur la mécanique universelle. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Dans ma tête, je vois cette finalité de l'humanité. L'humanité qui a atteint sa perfection, pour moi, c'est évident, c'est limpide. L'humanité continuera, passera encore par des moments difficiles, peut-être des violences, des guerres, comme elle est en train de le faire. Pour pouvoir s'unifier, il faudra qu'encore elles se méprisent mutuellement, qu'on se néglige, qu'on se pille, qu'on ait encore ce type d'évolution pendant peut-être encore un siècle, 2 siècles, peu importe. Mais elle parviendra à sortir de cette façon d'évoluer pour atteindre quelque chose, pour atteindre un état de perfection. Nous y allons, c'est ma certitude et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Bon, je saute un peu là, je vais écourter en sautant un petit peu les trucs. Benny Lévy dit, Marx avait aussi dit que l'homme sera réellement total à la fin. Donc, ça a été entrevu par le marxisme. En fait, le marxisme cherchait cela, cherchait à atteindre l'homme total. Sauf que pour lui, l'homme total n'était pas lié au spirituel. Alors que, à mon sens, cet homme total, cet homme abouti, l'humain abouti vers lequel nous allons, il viendra effectivement à la fin de cette évolution, compliquée que nous réalisons chaque jour. Tous les jours, on travaille à ça. Voilà, demain, on aura à améliorer d'un jour cette humanité, et encore, etc., etc. Et puis, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 70 ans, on sera plus loin, on aura évolué encore, on aura fait évoluer cette humanité. Mais Marx, donc, avait dit que l'homme serait réellement total à la fin. Avec un tel raisonnement, on a pris les sous-hommes comme matière première pour construire l'homme nouveau, intégral et total. Et c'est là où il y a un problème. Et ça, je l'ai mis directement sur la mécanique universelle. C'est venu tout de suite. On ne peut pas, sous prétexte de construire l'humanité, la perfection de l'humanité, sacrifier des êtres humains présents. On ne peut pas, pour l'avenir, sacrifier des êtres humains présents. C'est ça la clé de la compréhension. On doit travailler à cette humanité. On peut le faire. On peut travailler à cette finalité, la perfection humaine. On peut travailler à cette finalité sans sacrifier les êtres humains du présent. Et c'est pourtant ce qu'on fait actuellement. Le communisme le faisait de façon déterminée en disant bon ben voilà les moyens, c'est s'il faut mettre des gens dans le goulag ou faire crever de faim des êtres humains, c'est pas gênant puisque
le but est plus important que le moyen utilisé. C'était de façon déterminée. Mais le libéralisme, le capitalisme, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme actuel fait exactement ça. Il dit les Américains, c'est ce qu'ils font avec ces gens qui sont où on voit des rues entières de SDF qui sont dans un état de souffrance mais absolue, ou avec des dépendances terribles, une toxicomanie hallucinante, des gens qui se massacrent la santé à cause de la malbouffe. Enfin, il s'en fout complètement, le capitalisme, de ces êtres humains-là. Il ne le dit pas, comme le communisme le disait, mais il se comporte exactement pareil. C'est la même chose. Donc, il sacrifie des êtres humains à sa cause. C'est tout. Pour le néolibéralisme, et en plus, il n'a même pas d'idée de finalité, ce néolibéralisme. Il dit pas, on fait ça parce qu'on va conduire l'humanité à son ultime perfection. Non, pas du tout. Il est dans le présent, c'est tout. C'est un système, c'est un système qui philosophiquement est bien pire que le système marxiste, en fait, que la vision marxiste. C'est bien pire. C'est un système d'immédiat qui ne vise pas quelque chose de vraiment clair et qui profite dans l'immédiat un système. Les dominants profitent des dominés, quoi. C'est tout simple. C'est un système oligarchique, un système primaire, comme dans la nature. C'est un système primate, tout simplement. Et il faut aussi regarder ça en face. Alors, évidemment, on est mieux sous ce régime-là, puisqu'il y a la liberté. La liberté, c'est fondamental. Évidemment, c'est mieux la liberté que l'égalité communiste qui envoyait des gens au goulag, évidemment. Mais maintenant, on peut travailler d'une autre manière. Alors, Jean-Paul Sartre. Ah oui, mais alors là, c'est absurde. En reprenant ce truc que Marx avait dit, que l'homme serait réellement total à la fin. Jean-Paul Sartre dit, ah oui, mais alors là, c'est absurde. C'est précisément le côté humain qui se trouve dans le sous-homme. Justement, ces principes qui vont vers l'homme, qui posent en eux-mêmes l'interdiction de se servir de l'homme comme d'une matière ou d'un moyen pour obtenir une fin. C'est là que nous sommes dans la morale, justement. Et il avait compris cette chose-là. Donc, malheureusement, il n'a pas pu le dire au moment où il fallait le dire. Quand le communisme était à montrer son visage sombre, dans les années 50 et quelques, au lieu de dire j'accepte, je veux pas critiquer pour pas faire, pour pas mettre, pour pas soutenir le capitalisme contre le communisme, donc j'accepte de taire ce qui se passe, et ben c'était là où il devait prendre ses responsabilités et dire on ne peut pas vous utiliser des hommes comme des moyens pour la fin du communisme, c'est pas vivable. C'était ça qu'il fallait vraiment arriver à dire. Et ça, il aurait dû le dire quand il est allé en Russie. Il aurait dû monter une ligue de tous les philosophes, les penseurs qui étaient de gauche pour dire voilà, on vous soutient si vous arrêtez d'utiliser les hommes comme des moyens et que vous en faites des fins, tout simplement. Voilà, l'homme doit être une fin à tout moment dans l'humanité. Et c'était ça qui aurait été l'honneur des choses. Bon, Benny Lévy. En d'autres temps, n'aurais-tu pas dénoncé ce recours à la morale comme formel ou pis bourgeois? Oui, parce que c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Nous avons joué à ce jeu-là. Tu nous parles d'interdiction, tu nous parles d'humain, tout ça t'aurait fait rigoler jadis. Alors qu'est-ce qui a changé? Il a raison, il n'hésite pas de lui mettre le nez dans ce problème à Sartre, Benny Lévy, et dans lui-même, parce qu'il s'inclut
ça nous aurait fait rigoler. Parce que lui aussi était dans ce mouvement à l'époque. Donc, et qui peut sacrifier, en fait, c'est le mouvement terroriste en réalité. C'est ça, on peut sacrifier des êtres humains pour la cause. Et ça, l'humanité ne peut pas l'admettre. Et c'est pourquoi on fait une chasse inouïe au terrorisme, parce que on ne peut pas accepter cette chose-là, c'est tout. C'est pas la cause qui est défendue, qui est attaquée dans le terrorisme. C'est le moyen de pratiquer de pratiquer la critique. Voilà, une critique qui ne maltraiterait pas des humains innocents, parce que c'est ce qu'a fait le communisme en fait. C'est ce que fait aussi le terrorisme. Il maltraite il tue des gens innocents pour une cause qui serait au-dessus. Et ça ne marche pas. Ni le communisme n'a pu fonctionner parce que l'humanité repousse ça. L'humanité, le fond psychologique de l'humanité n'accepte pas ça et n'accepte pas non plus le terrorisme. Donc c'est une aberration de penser qu'on peut passer à travers le terrorisme. Ça marche pas, c'est pas possible. C'est tout. L'humanité bloque tout de suite le système. Donc ce qui veut dire que la contestation, elle peut se faire, la critique, mais pas par la violence. Et c'est la même chose avec la révolution. C'est plus la révolution physique, parce que la révolution physique maltraite aussi le peuple. Elle n'est pas faite pour le peuple, la révolution. Et d'ailleurs, à la sortie de la révolution, c'est les durs qui l'emportent, c'est toujours les plus violents qui l'emportent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à préconiser non plus dans l'humanité. C'est que la révolte, que l'indignation fasse écrire des choses, fasse manifester, fasse s'opposer, fasse des grèves, prenne tous les moyens qui sont licites pour changer un système, c'est parfait. Mais, et c'est là où il y a quand même il faudra que l'humanité, là, détecte, il faudra que l'humanité regarde correctement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Savoir d'où est venue la violence. Est-ce que la violence est née des Gilets jaunes, c'est-à-dire de ceux qui voulaient manifester et changer un système comme ça, faire incliner un gouvernement, ou est-ce que c'est un gouvernement qui a poussé en fait à mettre de la violence du côté des forces de l'ordre pour que de l'autre côté il y ait rébellion, révolte, violence, et que ce mouvement permette aux forces de l'ordre de mettre à l'État de faire peur à ceux qui allaient dans la rue. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, le gouvernement qui auront sorti ça, et ça sortira. Parce que s'il y a eu des décisions de cet ordre-là, à n'importe quel niveau, là, ça sera quelque chose de très grave si c'était ça. Je ne sais pas du tout, hein, évidemment. C'est une réflexion que je pose là-dessus. Mais si jamais c'était le cas, ça serait ultra grave, parce que là, ça serait une attaque à la démocratie. Ça serait un crime contre la démocratie, et donc contre le peuple, en fait. Et c'est un crime qui sera élevé au rang de crime contre l'humanité, évidemment. Pour l'instant, c'est encore un crime qui est sous-estimé. Mais s'attaquer à la démocratie, c'est s'attaquer au peuple, en fait. Et donc là, il y a quelque chose voilà. Donc ça apparaîtra. C'est clair qu'il y aura, si c'était le cas, si c'est les Gilets jaunes qui ont décidé qu'ils pouvaient peut-être utiliser la violence pour faire infléchir le peuple, alors ils ont
ce qu'ils méritent. Parce qu'à la violence, on a répondu à la violence et ça serait légitime. Voilà, à ce moment-là, la violence de l'État est légitime. Parce qu'on ne doit pas mettre la violence dans un système démocratique quand il y a la possibilité d'utiliser d'autres moyens que la violence. On peut utiliser la violence en dictature parce que la dictature ne laisse aucun espace critique, aucun espace de révolte. Mais par contre, dans un système démocratique, c'est impossible. Mais par contre, si c'est une manipulation, si c'est un système qui a dit, voilà, allez-y, faites agresser en somme pour que, quoi qu'il arrive, si vous agressez des gens dans une manifestation, si par exemple les forces de l'ordre se lancent dans la violente, une manifestation paisible, ben c'est obligatoire que des hommes se rebellent et renvoient de la violence automatiquement. On est des êtres humains, on ne supporte pas qu'on vienne nous maltraiter sans rien dire. On n'est pas des saints. Voilà, ça serait qu'un système. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul moyen maintenant de passer du côté pratiquement de la sainteté s'il y a des grèves et que voilà, dans des mouvements comme ça, il faut arriver à ce qu'il n'y ait aucune violence, même face à des provocations, si on veut vraiment faire quelque chose qui soit efficace. Parce que dès qu'il y a la violence, c'est terminé, c'est décrédibilisé, puis voilà, ça écarte tous les gens qui ont peur d'aller se faire massacrer, d'aller perdre un œil, un bras, une jambe ou quoi que ce soit. Donc c'est en fait un moyen de dissuasion du peuple d'aller se manifester son mécontentement. Et ça, c'est un crime aussi contre la démocratie. Quand on empêche les moyens légaux de critique. Voilà. Bon, je vais arrêter là sur cette vidéo. Merci à votre écoute. À bientôt.